Patrick, un gusto estar contigo una vez más. Espero que podamos juntarnos otras muchas veces el año próximo ya en Brasilia. Y combinamos de hablar un poco sobre temas que son interesantes para nosotros. Y me acuerdo de una charla que tuvimos hace ya más de 10 años que fue muy importante para mí. Y varios amigos también la tuvieron como referencia. En aquel entonces tú hablabas de una ventana de 5 años para que la humanidad pudiera reflexionar y reaccionar a comportamientos que estaban muy complicados, generando muchos problemas. Y esos 5 años pasaron y otros 5 más. Entonces hoy me gustaría escuchar tus reflexiones sobre, empezar nuestra charla, escuchando tus reflexiones sobre los cambios significativos que pasaron en esos 10 años, en términos de, sobre todo, comunicación, en lo que toca el desarrollo de la humanidad. Merci Mario. Je vais prendre la précaution de dire que je n'ai pas la prétention d'avoir une vision qui mérite toute la profondeur de ce qui peut se passer dans l'humanité. Donc je vais me limiter à certaines observations que j'ai pu faire en Europe et en Afrique, puisque ces dernières années j'ai été beaucoup en Afrique. Quand nous avons eu l'échange auquel tu faisais référence il y a 10 ans, on parlait d'enjeux environnementaux et sociaux, mais peut-être plus encore d'enjeux environnementaux. Alors, c'est vrai que se sont passés des événements qui démontrent qu'il y a une certaine prise de conscience, mais on peut reconnaître aussi, même si c'est désagréable, que les actes, les actions n'ont pas suivi à la hauteur de l'affichage des événements. Alors, est-ce qu'il faut en rester là? Je ne pense pas. Quand nous évoquions qu'effectivement il y avait une fenêtre de 5 ans, c'était, si je me souviens bien, c'était pour poser certains actes fondateurs. Mais, malgré tout, un certain nombre de choses se sont passées qui ont démontré qu'il y a, concernant la question environnementale, une désagrégation globale qui s'est accentuée, tandis que les prises de conscience sont lentes et le passage aux actes est encore au plus lent que les prises de conscience. Donc ça génère une certaine inquiétude, effectivement. On peut observer aussi que les modèles dans lesquels nous vivons, les modèles économiques, les modèles politiques, eux aussi, sont relativement en crise, pour ne pas dire en fin de cycle, sans que pour autant, on ait trouvé des réponses satisfaisantes aux questions financières et économiques, et encore plus aux questions d'organisation politique. Maintenant, pour terminer la première partie de la réponse à notre échange, je vais rappeler ce que m'avait dit un vieux professeur de physique. Il y a déjà longtemps, il m'avait dit « Vous savez, les choses ne changent qu'en vertu de la loi de saturation. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'un état est saturé, prenons l'exemple de l'eau par exemple, lorsqu'un corps, un élément est saturé, l'eau, lorsqu'on la fait chauffer, eh bien, de liquide, elle devient gazeuse. Et donc, il est peut-être possible que les sociétés humaines aussi nous fonctionnons comme ça. C'est-à-dire que peut-être nous faudra-t-il arriver à saturation pour qu'il y ait de vrais changements. Maintenant, est-ce que la saturation réglera les questions de tension aujourd'hui que nous avons entre les prises de conscience, la désagrégation des situations, des contextes, des enjeux et les actes qui traînent derrière tout ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez compétent pour répondre pour l'instant. Te digo también que yo no sabría cómo decirlo. Yo creo que pasó algo en esos 10 años desde nuestra charla, que fue grabada. Sí, tuvimos otras charlas, pero esta que fue grabada, que fue registrada, que fue el crecimiento increíble de los ciertos medios de comunicación que llamamos de plataformas de red social,
que generan una situación en que los que antes eran solamente receptores de los mensajes, ahora también son emisores de los mensajes. Nosotros imaginábamos, yo me acuerdo de un texto de Pierre Levy en que él hablaba sobre una democracia digital, que eso iba a generar una transformación en el tipo de comunicación en la sociedad, y de hecho hizo. Pero lo que pasó, por lo que parece, es que el broadcasting es más fuerte que nunca. Quisiera escucharte sobre el tema de la información útil en relación a lo que tiene que ver con fake news, que es una prueba muy fuerte para la humanidad de cómo reacciona a verdad y a realidad, ¿no? Alors, pour situer mon propos en réponse à ta remarque que je partage, j'ai envie de penser que nous sommes entrés dans la crise et les effondrements des approches et des logiques de masse. Ce que tu évoques, en fait, c'est une logique de masse qui crée plus de confusion que d'éveil. Et quand on regarde les différents domaines sur lesquels se déploient nos vies, eh bien, peut-être est-on aussi, dans le modèle démocratique, du moins occidental, à la fin des logiques de masse. Dans le modèle économique, peut-être aussi le consumérisme, qui est une logique de masse, peut-être est-il en train de marquer la fin d'un cycle. Si je prends le domaine de la santé, je viens d'un endroit où il y a beaucoup d'élevage de canards et d'oies. Eh bien, quand autrefois, je parle d'il y a 40 ans, ce qui n'est rien, il y avait une grippe aviaire tous les 15 ou 20 ans, aujourd'hui il y a 3 grippes aviaires en 6 ans. Avec une seule explication, je ne pense pas qu'il y ait plus d'oiseaux migrateurs qui soient frappés par la grippe. Simplement, au sol, quand les oiseaux migrateurs se posent, eh bien, ils se rapprochent d'élevages qui ont 20 000, 30 000 têtes de canards d'oies, et donc les ravages sont énormes, avec toutes les conséquences que ça a sur la vie des éleveurs, etc., y compris notre santé. Et je ne vais pas citer non plus le Covid-19, auquel nous sommes confrontés, qui peut-être aussi est en train de nous dire que nous sommes dans des logiques de masse qui s'effondrent. Ça, c'était juste pour situer ce que je vais dire maintenant. Ce qui est nouveau par rapport à il y a 10 ans aussi, c'est que nous avons encore plus besoin d'informations qu'il y a 10 ans. Et ce qui est un paradoxe, parce que nous avons contact avec, depuis l'entrée dans l'ère numérique, nous sommes en contact avec des masses de contenu considérables. Mais ce que tu as évoqué est juste. Il y a 2 conséquences avec ces masses de contenu qui sont véhiculées avec une grande vitesse, qui nous empêchent de réfléchir. C'est que ça dégrade la confiance. Jamais les sociétés humaines ont eu si peu de confiance en elles-mêmes. Nous perdons de la confiance dans les autres et nous perdons de la confiance en l'avenir. Je parle en tout cas des sociétés qui ont connu un développement socio-économique important, parce que c'est sensiblement différent dans les sociétés pauvres. La deuxième conséquence depuis l'ère numérique, c'est que cette perte de confiance est accentuée par une perte de discernement. Et c'est peut-être encore plus grave, parce qu'on perd de la lecture intelligente sur les enjeux et les situations. Par exemple, les sociétés riches, qui deviennent de plus en plus conservatrices, veulent maintenir leurs acquis. Et donc, elles perdent de la perspective de lecture sur des zones qui sont tout à fait proches d'elles, à 3 ou 4 000 km, qui sont en conflit, ou sur des enjeux environnementaux qui sont dans les mers de leurs frontières, etc., etc. Donc, ce que je dis là, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'informations. Alors, conventionnellement, l'information, elle répond à des missions de récit du monde, d'explication du monde, de compréhension du monde, d'analyse du monde et des situations. Ça, c'est l'approche conventionnelle de la production d'informations. Mais ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, les médias qui, jusqu'à il y a 20 ans, étaient les pourvoyeurs premiers de l'information, dont on se nourrissait,
sont devenus des pourvoyeurs minoritaires de l'information. Ceux qui pourvoient le plus d'informations aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales, les think tanks, les citoyens, experts ou blogueurs, les entreprises, les organisations internationales, les fondations, les ONG, les universités. C'est ça la masse d'informations aujourd'hui. Et dans cette production d'informations, il y a un élément nouveau, c'est que nos sociétés, nous sommes confrontés à des enjeux collectifs majeurs. Parmi les enjeux collectifs majeurs qui conditionnent la vie d'un être humain qui est en train de naître aujourd'hui, à l'échelle de 25 ans, il y a la paix, il y a l'éducation, il y a l'environnement et il y a la santé. Dans ce carré d'enjeux, qui sont aussi 4 objectifs du développement durable, eh bien, il y a tous les besoins de base pour qu'un être humain ait une vie acceptable, digne, les conditions d'une vie acceptable et digne. Ce qui veut dire que la production d'informations ne peut plus se satisfaire de raconter le monde, ni même de l'analyser. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter ça, il faut continuer ça. Mais il faut faciliter l'émergence d'une nouvelle approche d'information qui est effectivement ce qu'avec l'association que tu connais, Information pour le monde suivant, nous appelons l'information utile d'intérêt collectif. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une information qui prolonge son geste narratif jusqu'à transformer ce qu'elle raconte en un prêt pour action, c'est-à-dire qui donne les clés opérationnelles de réponse à des enjeux collectifs. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous soyons tous en capacité de nous saisir des réponses à des enjeux collectifs que l'on peut développer dans notre propre sphère de vie. Or, nous n'avons pas le temps de lire les 40 pages d'un article d'un chercheur qui sont fondamentaux et qui apportent peut-être des réponses, et même beaucoup apportent des réponses concrètes. Donc, il faut que nous soyons capables, d'une part, de savoir où trouver ces contenus-là qui nous apportent les réponses, et c'est pour ça que nous allons développer une signalétique pour baliser ces contenus dans les flux numériques, mais aussi il faut être capable de les optimiser, c'est-à-dire de les rendre opérationnels, par exemple dans une infographie ou un podcast, ou etc. etc. Donc, oui, aujourd'hui, avec les amis, avec aujourd'hui aussi 520 personnes qui, au jour où nous échangeons là maintenant, ont déjà signé la tribune qui est sur notre site « Quelle information et pour quel monde ?» parce que c'est bien ça l'enjeu, quelle information et pour quel monde. Eh bien, 520 personnes de 30 pays l'ont signé. Eh bien, nous réfléchissons à pousser, par le biais d'un mouvement social, d'une sorte de lobbying citoyen, l'émergence de cette information, de façon à la baliser, à la faire repérer, et faire en sorte que chacun d'entre nous, qui le voudra, qui voudra répondre à ces enjeux devant lesquels l'humanité doit apporter réponse, eh bien nous puissions le faire, mais puissions le faire utilement, concrètement, pas uniquement en racontant des choses. Raconter des choses, c'est bon pour sensibiliser, mais la sensibilité, c'est la sensibilisation. Si nous arrêtons là, ça ne change rien aux données. ¿Qué es que podemos hacer de manera concreta para cambiar nuestra manera de trabajar? Porque no podemos seguir como estábamos hace 20 años. ¿Qué podemos hacer de manera concreta para seguir competentes, seguir en competencia, pero también actuar de una manera responsable y que responda a las necesidades del nuevo tiempo? On a besoin, je le dis, de plus en plus d'informations vraies, et je l'ai dit, d'informations opérationnelles. Ça veut dire qu'on a besoin véritablement de journalistes. Et je dis ça dans la noblesse la plus grande du terme. Ce métier est un magnifique métier, et c'est un métier de parole. Donc, à compter du moment où est produite et diffusée une parole, automatiquement il y a une responsabilité. Alors, on ne peut pas charger la parole de toutes les responsabilités, mais néanmoins, je rappelle cette phrase, nous sommes chacun responsable de ce que nous disons, et l'autre est responsable de ce qu'il entend. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous charger de l'interprétation de ce qui va être dit par les autres.
Mais en revanche, nous devons, nous pouvons nous responsabiliser sur ce que nous faisons, premièrement. Deuxièmement, je l'ai dit, allons vers de l'information utile. C'est-à-dire, mettons nos paroles, nos capacités de production, d'éléments, de faits, de réflexion, au service des autres, au service du collectif. Voilà. Quand je dis collectif, c'est pas un gros mot. C'est pas parce que le stalinisme a tué l'idée communiste que le communisme n'existe pas dans sa beauté absolue. Donc, quand j'évoque le collectif, c'est que, simplement, l'humanité, c'est du collectif. Un être humain, c'est du collectif. Que l'on veuille accepter cela ou pas, c'est quand même ça. On est le fils de nos parents, qui sont eux-mêmes les enfants d'une filiation. Donc, je pense qu'il faut que nous fassions évoluer notre parole vers là. Et puis, pour revenir sur l'information utile d'intérêt collectif, l'association que je préside, nous avons charté ça. Et si vous voulez, il y a 12 éléments qui permettent de transformer une narration en instrument d'action. Les 3 premiers éléments, ce sont être capable de construire une information qui exprime un sujet à partir d'un besoin, qui le situe dans un enjeu et qui exprime le contexte. Si je prends l'exemple de la nécessité d'adduction d'eau potable, si le contexte est en Afrique sahélienne, ça n'est pas la même chose qu'au Brésil, qui n'est pas la même chose qu'en Amérique du Nord ou qu'en Asie. Ça, ce sont les 3 premiers paramètres. Les 3 paramètres suivants, c'est quelle est la réponse à ce besoin, à cet enjeu, quelle est la méthode de la réponse, c'est-à-dire comment elle fonctionne cette réponse, et quels sont ses objectifs. Voilà. Ça fait 6 paramètres. 3 autres paramètres, c'est de dire quels sont les acteurs de la réponse, les partenaires de la réponse et les financements de la réponse. Ce sont 3 paramètres fondamentaux. Dans la communication et l'information conventionnelle, on aligne une action sur la personnalité de ceux qui la développent. Et souvent, ça crée des catastrophes. Parce que l'ego que l'on met en valeur et que l'on active mange l'action et sa propre finalité. Très souvent. Très souvent. Et puis aussi, ça crée une confusion de lecture. On ne comprend pas pourquoi il y a tant d'innovation et si peu de changements. C'est tout simplement pour une raison. C'est qu'il y a beaucoup de mortalité à toutes les actions humaines. À toutes les actions humaines. Et que l'innovation sociale ou environnementale ou en matière pédagogique ou en initiative de paix, elle est la même que pour créer une entreprise et vendre des pizzas ou faire autre chose. Donc, on crée une distorsion dès le départ. Les acteurs, les partenaires. Pourquoi? Parce qu'on ne fait jamais rien seul. Il faut toujours les autres pour faire quelque chose. Et les financements, c'est essentiel les financements, parce qu'un financement, ça dit la pérennité, la longueur de vie d'une action. C'est pas la même chose d'avoir un financement de l'argent public, je n'ai rien contre l'argent public, ou d'une organisation internationale, d'un financement qui mixe l'argent public, l'argent privé, et aussi ce qu'une initiative génère comme propre revenu. Parce que la durée de vie, elle est dans le financement. Quoi qu'on en dise, c'est comme ça, nos sociétés sont comme ça. Et les derniers 3 éléments qui rendent une opération, une information utile d'intérêt collectif, c'est donner le résultat, mais le résultat sur la durée, c'est-à-dire au moins 2 ans. Parce que très souvent, on annonce une information, on annonce des résultats au moment où on crée l'initiative. On dit, je crée l'initiative et je reprends l'exemple de l'eau, conduire de l'eau potable pour 30 000 personnes. D'accord. Ah, on dit, très bien, il va conduire de l'eau potable, ça c'est bien. Et puis on s'arrête là, mais on ne revient pas 2 ans après. Or c'est là que ça commence à être intéressant, l'information. 11e élément, donner la mesure d'impact. C'est quoi la mesure d'impact? La réponse à ce besoin, qu'est-ce qu'elle a provoqué comme effet sur la réalité, sur le milieu dans lequel elle se développe? Comment est-ce que les comportements ont changé? Et comment ont-ils changé? Ils peuvent avoir changé en négatif. Ils peuvent avoir changé en positif. Comment cette réponse a-t-elle transformé les comportements pour que précisément le besoin et l'enjeu initiaux n'aient plus besoin
de chercher une nouvelle réponse. Le milieu se transforme. Ça, c'est absolument nécessaire. Et en même temps, là, je n'accuse en rien les salles de rédaction, parce qu'elles ne sont pas chargées d'évaluer les initiatives. Mais c'est vrai que les créateurs d'initiatives n'intègrent pas beaucoup, encore aujourd'hui, la mesure d'impact à leur action. Or, ça relève de leur responsabilité sociale, ça va venir, ça mérite d'être accentué et d'être accéléré, parce que, à côté du résultat, c'est ça qui fait la profondeur et la véracité d'une réponse à un enjeu collectif. Et le dernier élément, le 12e paramètre, c'est de donner le contact direct avec les acteurs. Parce que c'est comme ça que l'on accélérera les transformations sur la capacité de maillage, c'est-à-dire que les gens se mettent en rapport entre eux et tout ça. C'est pour ça qu'avec notre association, on crée une plateforme numérique à partir de 2023, qui sera à la fois une banque de données de ces initiatives, de ces informations utiles d'intérêt collectif, mais qui en même temps fera de l'optimisation et les portera à la connaissance du plus grand nombre en les mettant à disposition. Voilà. Muchas gracias, Patrick, excelente. Es algo que debemos, de hecho, aprovechar y difundir entre los amigos, no solamente entre periodistas, porque ahora toda la gente de una manera cumple una función de difundir información y eso hace mucho sentido. C'est pour ça qu'on va faire rentrer dans notre écosystème tous les producteurs d'informations. Par exemple, les directions de communication, c'est fondamental. Les agences de relations publiques, c'est fondamental. La majorité des sources d'informations médiatiques viennent des agences de relations publiques. On oublie ça complètement. On pense que comme ça, les journalistes les trouvent. Non, c'est parce qu'il y a des tissus qui font remonter ça. Donc si on arrive à profiler petit à petit, la fabrication d'une part signifiante d'informations vers l'utilité, avec les paramètres que nous proposons, ce n'est pas des paramètres très compliqués à appliquer. Ça demande juste un petit peu de rigueur et de prise de distance avec les situations. Et ben, on peut contribuer à une amélioration globale, modestement, mais réellement. Gracias, Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Merci.